tous. On va parler aujourd'hui des approches statistiques dans les essais cliniques en thérapie cellulaire et surtout de notre expérience ici à Saint-Louis là-dessus. Et n'hésitez pas à intervenir et à me poser des questions pour que je puisse éventuellement répondre aux questions que vous vous posez, y compris pendant l'intervention, si ça vous semble opportun. Donc en fait, le contexte général de ces études, de ces essais thérapeutiques en thérapie cellulaire, et particulièrement sur les cellules souches, quelle que soit leur origine, est intéressant essentiellement concernant la problématique des essais de phase précoce, parce que sinon, en fait, il s'agit d'essais randomisés habituels et les difficultés statistiques ou d'évaluation concernent essentiellement les phases 1, les phases 2, voire les essais de phase 1-2. Alors, quelle est la problématique associée à ces essais de thérapie cellulaire? Eh bien, elle est la suivante, en fait, une certaine frilosité au tout début, et je me souviens très bien des premières fois où on a travaillé avec Dominique, quant aux risques associés à l'administration de ces nouvelles thérapeutiques, que ça soit pour des raisons éthiques, pour une obligation de prudence qu'on avait à l'époque vis-à-vis des patients, et puis aussi une surveillance relativement forte des autorités sanitaires autour de ces premiers essais concernant les cellules souches. Donc on était dans une situation où en fait on se rapprochait fortement, et c'est comme ça que nous on l'avait vécu, des essais de phase précoce en hématologie sur lesquels il y avait eu beaucoup d'avancées dans les années 90 et début des années 2000, avec l'introduction de nouvelles méthodes, notamment de méthodes bayésiennes et puis de méthodes paramétriques. Et on est parti un peu dans cette direction-là, parce que, c'était là où il y avait les schémas les plus intéressants, et c'était les schémas qui répondaient aussi à des obligations de prudence et d'optimisation du nombre de patients, parce que clairement, on n'avait pas forcément beaucoup de patients. Donc, est-ce que c'est une problématique fréquente dans les essais cliniques? J'ai fait un rapide tour de PubMed la semaine dernière pour voir combien il y avait d'essais qui étaient publiés avec une recherche portant sur les MSC et puis phase 1-2. Et vous voyez qu'on tourne maintenant à une vingtaine d'essais par an avec un pic qui était en 2017. Et quand on fait un tour de l'ensemble de ces essais, on se retrouve avec ces différentes typologies que je vais essayer, de vous éclairer, de vous décrire, et d'essayer d'organiser ce fouillis autour des différents types d'essais cliniques qu'il peut y avoir. Alors, quel type de design on peut rencontrer dans ce type d'essai? Le premier type, c'est le type le plus simple. Ce sont ce qu'on appelle les essais monobras, monodoses. Et en gros, l'objectif, c'est d'évaluer sur un très faible nombre de sujets, typiquement de 5 à 10, la probabilité de toxicité. C'est des essais qu'on dit de safety, mais tous les patients ont la même dose et ils sont inclus, alors pas tous en même temps, mais sur un temps relativement court. On se laisse quand même à chaque fois un peu d'espace entre deux patients pour éviter pour pouvoir arrêter l'essai si par hasard il y a une toxicité importante. Donc ça, c'est vraiment basique. Il y a à peine un design. En fait, c'est une cohorte et puis on estime à la fin la probabilité de toxicité. On a des essais qu'on appelle les essais de recherche de dose qui sont un peu plus compliqués. Typiquement, ils ont une taille de 10 à 20 sujets. L'essai le design le plus classique, qu'on appelle le design 3+3, qui est vraiment très connu en hémato, qui est absolument plus recommandé maintenant, mais par contre encore largement utilisé, et je l'ai repéré au moins sur une publication de l'année dernière pour les MSC. Et l'idée, c'est d'administrer
à une cohorte de 3 patients des MSC à une certaine dose, et puis derrière, s'il n'y a pas de toxicité, d'augmenter de dose avec une nouvelle cohorte de 3, selon des règles assez précises, et puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin des patients disponibles. Alors, il y a d'autres approches un peu plus que j'ai qualifiées de plus atypiques qu'on retrouve dans les essais de MSC, où on fait des mélanges. On peut essayer des augmentations de doses interpatients, mais aussi des augmentations de doses intrapatients, si on est en train possiblement de réadministrer l'MSC ou d'augmenter les doses, mais on reste dans une situation où on n'a pas de modélisation de la relation dose-toxicité. On va augmenter les doses, soit entre les patients, soit au sein d'un même patient, avec des règles du type, s'il n'y a pas de toxicité au bout de 3 patients, je vais augmenter, ou alors si j'estime que la probabilité de toxicité est inférieure à un certain seuil, alors on va augmenter la dose. Et puis derrière, on trouve ce qu'on appelle les essais séquentiels paramétriques, où là, on essaye de modéliser la dose toxicité, et le grand groupe qui utilisent ces techniques-là sont ce qu'on appelle les Design Continual Reassessment Method, ou CRM ou CRM-like. Il y en a pas mal différents, mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on va modéliser la probabilité de toxicité et on va se servir de cette modélisation pour attribuer le niveau de dose le plus proche d'un niveau de toxicité qu'on espère. Alors, c'est des designs qui sont très utilisés en hépatocancérologie, qui ont été aussi proposés en MSC. Le problème, c'est qu'on vise une certaine toxicité, comme je l'ai indiqué, et que sur les premiers essais, finalement, les toxicités de ces cellules souches, les toxicités sont très faibles et qu'en fait, on a du mal à viser un taux de toxicité. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit des designs qu'on va pouvoir beaucoup utiliser pour ce type de pathologie. Il y a des extensions de ces designs où on modélise non pas que la toxicité, mais aussi l'efficacité, ou les deux simultanément. Enfin, on a des essais où on va chercher à comparer soit un nombre d'administrations, soit une fréquence d'administration, et c'est ce qu'on est en train de faire sur les derniers essais. Et puis enfin, on a des essais randomisés comparant soit le traitement de MSC à un autre traitement, soit des modalités d'administration ou des fréquences d'administration différentes. Alors, si on essaye de regrouper ça dans la logique habituelle du découpage phase 1, phase 1-2, phase 2, tout ce qui apparaît ici en bleu ici concerne des phases 1. Fondamentalement, on s'intéresse que à la toxicité. Ça, ce sont des essais de phase 2, et vous voyez qu'il y a des recouvrements, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des essais monobras pour une phase 1-2 à partir du moment où on ne s'intéresse pas que à la toxicité, mais aussi à l'efficacité sur le petit nombre de sujets qu'on a. Et puis, on a des phases 2 pures qui sont des essais où on essaye d'optimiser la fréquence d'administration, voire on randomise des patients, et on peut même voir des essais monobras de phase 2. Donc, la nomenclature n'est pas forcément très simple, et il ne faut pas s'arc-bouter sur une vision où un essai monobras ne serait que dédié à des phases 1. En fait, c'est beaucoup plus souple qu'on pense, et le choix du design va être dicté bien sûr par les objectifs. Est-ce qu'on s'intéresse à la toxicité et à l'efficacité, mais aussi par l'évolution des connaissances. Clairement, les designs qu'on est en train de proposer et qu'on a proposé d'ailleurs avec Dominique pour 2 essais, ça n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu faire sur les premiers essais, parce que maintenant, on a commencé à apprendre, notamment concernant la toxicité de ces drogues. Bon. En fine, on a quand même besoin d'un certain nombre de choses. Donc, on a besoin d'essais
qui inclut un nombre réduit de patients, parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de drogues à notre disposition, et enfin de cellules à notre disposition, et en plus, les pathologies sont pas forcément des pathologies très fréquentes. On veut que ça dure le moins longtemps possible, que ça coûte le moins cher, que ça soit éthique, c'est-à-dire qu'on n'expose pas trop de patients à des doses trop toxiques. Et une fois qu'on a édicté ces contraintes-là, on s'aperçoit que nos essais ont une caractéristique cruciale qui est le fait qu'ils sont séquentiels. On va faire des escalades interpatients, on va faire des escalades intrapatients, on va multiplier les analyses intermédiaires, on va vouloir avoir des réponses rapides, et en gros, on ne peut obtenir ce genre de choses qu'avec des essais séquentiels, c'est-à-dire des essais où on va s'intéresser momentanément aux patients déjà inclus pour continuer le reste de l'essai en le modifiant, soit en arrêtant, soit en changeant de dose, soit en incluant plus de patients, moins de patients. Mais en tout cas, il y a des analyses intermédiaires, pas forcément des tests, mais des analyses intermédiaires qui permettent de faire évoluer l'essai. Et dans ce genre de cadre, eh ben, de plus en plus sont recommandés les essais bayésiens. On en parle de plus en plus, il y a eu des éditos dans certains journaux, pas forcément d'ailleurs que pour les essais précoces, et juste pour que vous voyez que c'est vraiment une problématique up-to-date. Il y a eu récemment, c'est-à-dire il y a 2 mois, et elle est en cours, une saisine du ministère de la Recherche auprès de la MNCM sur les méthodologies innovantes des cliniques, et notamment sur les essais bayésiens, et les équipes de statisticiens sont en train de bosser là-dessus, pour les thérapies innovantes, mais là, en l'occurrence, aussi pour les maladies émergentes de type Covid. Alors, le principe des essais bayésiens, j'ai pensé que c'était important d'essayer de vous le rappeler parce que tout le monde en parle et sans qu'on comprenne toujours bien à quoi ça sert et sur quelle base ils sont développés. Alors, l'idée du bayésien, elle est très, très simple. Et pour l'illustrer, on va partir, le plus simple, c'est de travailler à partir de problématiques diagnostiques. Donc, vous avez quelqu'un qui arrive avec une douleur thoracique aux urgences et vous devez faire le choix entre anxiété, infarctus du myocarde ou pneumonie. Et vous pouvez partir des prévalences des 3 pathologies au sein des urgences dans l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que vous savez par expérience que parmi les douleurs thoraciques qui se présentent, il y en a 10% qui sont en fait de l'anxiété, 30% un infarctus et 60% une pneumonie. Vous allez faire une imagerie thoracique et une fois que vous avez obtenu le résultat de l'imagerie, et bien vous allez actualiser vous-même dans votre démarche diagnostique les probabilités associées à chaque diagnostic. Puis vous allez exclure l'infarctus du myocarde, considérer qu'il y a de très grandes chances que ça soit une pneumonie et très peu de chances que ça soit l'anxiété. En fait, quand vous avez fait ça, vous avez fait une démarche bayésienne. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un a priori, vous avez confronté ça à des données qui sont en l'occurrence l'imagerie médicale, et puis vous en avez déduit une probabilité a posteriori de diagnostic. C'est exactement ce qu'on va faire dans les essais thérapeutiques, seulement ça ne va pas être sur une seule imagerie, mais sur un ensemble de malades. Donc, les statistiques bayésiennes s'appuient sur le théorème de Bayes, qui est écrit là, mais l'intérêt de cette théorie statistique, c'est surtout qu'on part d'un a priori et qu'on le confronte aux données et on va en tirer un a posteriori. Et on sort complètement des problématiques de tests dont vous avez l'habitude d'entendre parler ou que vous avez l'habitude de regarder dans les articles avec des degrés de signification et des mesures d'odds ratio ou de risque relatif. Et on bascule dans un monde où on va pouvoir calculer des probabilités, c'est-à-dire en gros, si on compare 2 essais, la probabilité que le traitement A soit meilleur que le traitement B, ou par exemple la probabilité que le traitement A ait une toxicité ou une efficacité supérieure à un seuil qui nous intéresse. Donc on sort de la problématique des tests et finalement on fournit des mesures qui sont aussi très intéressantes pour les cliniciens puisque
on finit par pouvoir dire, ben voilà, la probabilité que le traitement A soit meilleur que le B, c'est 90%, et la probabilité que le traitement A ait une efficacité dans telle pathologie de plus de 50%, elle est de 95%, 99%. Donc, quand on fait ça pour les essais, ben, on a un a priori sur des paramètres, on a des données et on va en déduire des a posteriori. Donc, je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple très simple. Vous souhaitez évaluer la probabilité de toxicité d'un traitement, en l'occurrence des cellules souches. Ben, vous allez dire, voilà, je vais considérer, parce que j'ai déjà un certain nombre de connaissances, il y a déjà eu des essais, il y a déjà eu des évaluations dans d'autres pathologies, et ben, je pense que la probabilité de toxicité, elle est de l'ordre de 10%. Avec un écart type de plus ou moins 5, si on suppose que ça suit par exemple une loi normale. En tout cas, vous êtes en train de dire, voilà, moi j'ai cette idée-là autour de la probabilité de toxicité pour une des cellules souches données. Ou alors, au contraire, vous allez dire, bah, j'ai aucune idée, je ne sais absolument pas quelle est la toxicité de ça, et donc, bah, je vais considérer que ça peut aller de manière complètement équiprobable de 0 à 100, et puis je vais bien voir ce que donne mon modèle. Ben, voilà comment on peut travailler. Voilà par exemple où on a dit, ben, au début, j'ai aucune idée de la probabilité de toxicité. Et puis, je vais inclure des patients, je vais regarder si ils produisent une toxicité. Et au fur et à mesure de l'inclusion des patients, je vais actualiser ma probabilité de toxicité. C'est exactement ce que j'ai fait ici, pour en déduire une probabilité la probabilité de toxicité à la fin de mon essai. Donc, vous voyez que ici, j'ai une distribution, par exemple en bleu, et je vais pouvoir dire bah, quelle est la probabilité que ma probabilité de toxicité soit supérieure à 0,5. Et ben, il suffit de regarder l'air qui est sous cette distribution au-dessus de 0,5, et je peux répondre comme ça à la question d'un clinicien de manière quantitative. Alors, vraiment, l'intérêt de ça, c'est qu'à la fin, on peut sortir des probabilités qui sont finalement les probabilités qui intéressent la plupart du temps les cliniciens, et on n'est pas en train de tester des hypothèses comme on pouvait faire avec des probabilités, avec des risques alpha, qui sont finalement assez difficiles à interpréter. Est-ce que c'est recommandé? Bah, c'est de plus en plus recommandé, ces approches-là. Là, je vous ai cité un certain nombre de documents. Le document du dessus, il sort de la FDA, hein, qui rappelle que dans un certain nombre de situations, vraiment les approches bayésiennes doivent être utilisées et sont adaptées, et notamment lorsqu'on a besoin d'une grande flexibilité des designs, ce qui est le cas des essais sur les cellules souches. Et puis, bon, bah, je vous ai mis d'autres références, notamment un article de japonais de 2007 qui faisait un peu le point de l'intérêt des approches bayésiennes et des essais cliniques bayésiens dans la soumission aux autorités administratives concernant l'autorisation de mise sur le marché de drogue. Et puis, un document plus ancien, mais qui a été le premier vraiment officiel de grande ampleur édité par la FDA sur l'intérêt des méthodes bayésiennes pour les devices médicaux. Mais l'idée est vraiment la problématique est assez proche de celle qu'on a avec les cellules souches, c'est-à-dire que on évalue des outils qui finalement sont avec des toxicités relativement faibles, et on n'a pas forcément un grand nombre de patients pour pouvoir arriver à les évaluer. Donc, comme exemple, je vais vous présenter le premier, je vérifie l'heure pour être sûr qu'on n'est pas en retard. Dominique, tu n'hésites pas à me couper la parole si par hasard je suis un petit peu long. Le premier exemple, c'est l'essai qu'on a monté avec Dominique il y a maintenant plusieurs années. C'est bon ?
qui concernait le traitement, enfin un essai de phase précoce qui évaluait des cellules des MSC dans la sclérodermie. Et l'objectif de cet essai, c'était de rechercher d'éventuelles toxicités associées à 3 niveaux de dose. Et on avait fait un design alors, que je qualifie d'atypique, si on reprend la nomenclature que j'avais fait avant, puisque ce n'était pas un design qui était basé sur une modélisation de la relation dose-toxicité, mais c'était un design séquentiel qui administrait à 10 sujets une première dose de 1 million d'unités, et puis en fonction des résultats au bout de ces 10 patients-là, qui montaient à 3 millions ou qui descendaient à 0,5. Et les critères pour monter ou descendre, ils étaient les suivants. Un critère d'une probabilité de toxicité supérieure à 20% ou une probabilité de toxicité inférieure à 20%. Et si on avait une probabilité de toxicité inférieure, si la probabilité de toxicité d'être inférieure à 20% était supérieure à 70, alors on augmentait, et dans l'inverse, on diminuait. C'est un peu compliqué parce que vous voyez bien que je suis en train de jouer avec des notions de probabilité qui ne sont pas forcément faciles. C'est-à-dire que je suis en train de modéliser la probabilité que ma toxicité soit inférieure à 20, et je calcule la probabilité que cette probabilité soit inférieure à 20. Donc, il y a un côté gentil, les probabilités, et c'est ça qui fait que les essais ne sont pas forcément faciles à comprendre. Donc, je m'intéresse à la probabilité de toxicité, je souhaite que cette probabilité de toxicité soit inférieure à 20%. Et je vais calculer la probabilité que cette probabilité de toxicité soit inférieure à 20%. Si au bout de 10 patients, j'ai des chances raisonnables que cette probabilité de toxicité soit inférieure à 20% et j'ai mis un seuil de 70 pour ça, et bien à ce moment-là, on va augmenter la dose et sinon, on va baisser la dose. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait et je vous illustre ici graphiquement ce qui s'est passé. Au départ, on n'avait aucune idée de la probabilité de toxicité. C'est pour ça que j'ai un a priori qu'on dit plat ou non informatif. Ça peut varier de 0 à 1%. Et puis, au bout de 10 patients, on n'avait observé aucune toxicité. Et donc ça, c'est la distribution de ma probabilité de toxicité ici. Et vous voyez qu'elle est complètement décalée maintenant vers 0. Elle a été actualisée puisque sur les 10 premiers patients, j'ai observé aucune toxicité. Son espérance, elle était à 0,08, c'est-à-dire que je m'attendais à avoir en fait en moyenne une probabilité de toxicité de l'ordre de 8%, et la probabilité que ça soit inférieur à 0,2, elle était de plus de 98%, enfin de plus de 98%. Oui. Et donc, on a augmenté le nombre d'unités à 3 millions. Et puis après 20 patients, on a de nouveau actualisé la probabilité de toxicité. Elle apparaît ici en rose, et vous voyez que l'espérance, elle était encore plus faible, inférieure à 5% dans la publication qu'on a faite. Et je ne sais plus si elle est encore, si elle vient de sortir ou si elle est déjà sortie concernant cet essai. Alors, donc nos conclusions étaient les suivantes. D'abord, on avait une très très faible toxicité. On a aussi, je ne l'ai pas montré ici, mais peu d'effet de la dose. Et du coup, pour les essais qui sont venus derrière, on s'est dit qu'il fallait aller regarder sans doute directement l'efficacité, bien sûr en ayant toujours un œil sur la toxicité, mais qu'on pouvait sans doute se permettre d'aller vers des essais de phase 1-2 qui regardaient aussi fortement l'efficacité. Et puis, avec Dominique, Dominique voulait aussi qu'on puisse évaluer des administrations multiples de façon à évaluer l'intérêt de réadministrer ces cellules souches. Et donc, on a décidé d'aller vers un essai de phase 1-2 ou phase 2 randomisé. La randomisation nous paraissant important pour justement évaluer de manière correcte les différences qu'il pourrait y avoir d'efficacité entre les différentes stratégies.
Et donc, on est arrivé à un autre design, un essai bayésien randomisé assez compliqué, dont je vais essayer de vous expliquer le design, avec deux endpoints, toujours un endpoint de toxicité et puis un endpoint d'efficacité basé sur un score. Alors voilà le design qu'on a mis en place. Et ce design, il va inclure 18 patients par bloc de 6 patients. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par administrer à 6 patients on va prendre 6 patients, pardon. On va les randomiser selon trois modalités futures. Soit ils recevront que du placebo, soit ils auront une seule injection de cellules souches, soit ils auront 2 injections de cellules souches. Au départ, on commence par s'intéresser à la toxicité. Donc, au bout de la première injection, on va aller regarder si les 4 premiers patients ayant reçu des cellules souches ont une toxicité. S'il n'y a pas de toxicité, alors on va continuer pour ce bloc-là l'essai tel qu'il était prévu, en réadministrant des cellules souches pour ce groupe de 2 patients. Et puis, on va autoriser l'inclusion de 6 nouveaux patients selon les mêmes modalités. Et on va continuer comme ça pour un troisième bloc de patients. Et à la fin, on va se retrouver avec 18 patients, c'est-à-dire 2 fois 3 dans chaque bras. Et là, on va pouvoir évaluer sur l'efficacité, les éventuelles différences qu'il va y avoir entre les 3 groupes, c'est-à-dire un groupe qui n'aura reçu que du placebo, un groupe qui aura reçu qu'une seule injection de cellules souches et un groupe qui aura reçu 2 injections, deux perfusions de cellules souches. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Avec 18 patients, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On ne va pas forcément réussir à mettre en évidence des différences entre les 3 groupes. Mais par contre, on va pouvoir commencer, au-delà de la toxicité, à avoir des informations d'une part sur l'efficacité et sur la relation possible qu'il pourrait y avoir entre l'efficacité et le nombre d'injections qu'on va pouvoir qu'il faut pouvoir injecter aux patients. On est en train de décrire, et je n'ai jamais sorti le terme parce que c'est un peu, c'est limite, en train de faire un essai de phase 1-2 randomisé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vois que Dominique est en train de trépigner. Et voici quelques éléments de bibliographie et je suis ouvert à toutes vos questions.